Voilà, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, je suis effectivement cardiologue au Grand Hôpital de Charleroi depuis pas très longtemps, depuis presque un an. Et j'ai plutôt un tropisme pour la cardiologie préventive, puisque j'ai aussi un diplôme en cardiologie du sport. Et j'effectue encore une formation en réadaptation cardiaque à Solt, en Flandre. Et donc, je suis également membre du groupe de travail belge en cardiologie préventive. Et d'ailleurs, parler des dernières grandes classes thérapeutiques en cardiologie ou parler des antidiabétiques, c'est un petit peu la même chose, puisque c'est essentiellement les inhibiteurs SGLT2 et les agonistes GLP1 dont on a le plus parlé ces dernières années au point de vue thérapeutique dans les congrès de cardiologie. Pour ces deux classes de médicaments, je vais donc juste faire un rappel de physiopathologie toujours utile et j'expliquerai les bénéfices actuellement prouvés vraiment avec un focus sur les maladies cardiaques et leur place actuelle dans les recommandations. Si aujourd'hui je vous parle des antidiabétiques en cardiologie, c'est peut-être grâce à ce traitement aussi, la rosiglitazone. Avant l'arrivée de ce médicament sur le marché, on considérait que puisque le diabète de type 2 était l'un des facteurs de risque cardiovasculaire majeurs, si on avait un traitement qui diminuait l'hémoglobine glyquée, fatalement, par corollaire, on diminuerait ces complications. Et ces complications sont essentiellement de deux types. La première, connue depuis bien longtemps, c'est les MACE, donc les événements cardiovasculaires majeurs. Et la deuxième, c'est le développement d'une insuffisance cardiaque, ce qu'on appelle aussi parfois la cardiopathie diabétique. Et donc, ce traitement est arrivé sur le marché à l'aube des années 2000. Il s'est imposé rapidement comme l'antidiabétique le plus prescrit au monde, grâce notamment à une campagne de marketing agressive. Et pourtant, il y avait dès le départ des risques au niveau cardiovasculaire qui avaient été mis en évidence, mais puisque ces études n'étaient pas designées pour étudier les maladies cardiaques, on est un petit peu passé au-dessus. La firme a même essayé de mettre une pression avec des avocats et menacé de traduire en justice un endocrinologue qui s'opposait à ça. Bref, tout ça pour que ces médicaments mettent quand même 10 ans avant d'être retirés au marché, alors que dès le départ, il y avait déjà des signes d'augmentation de risque d'insuffisance cardiaque et d'infarctus du myocarde. Et c'est depuis ces médicaments-là que tous les nouveaux antidiabétiques doivent être étudiés pour leur sécurité au niveau cardiovasculaire. Alors, comment fonctionnent les inhibiteurs SGLT2 ? Donc, le transporteur SGLT2 est situé au niveau des tubules proximaux rénaux et est donc responsable de la réabsorption de glucose avec du sodium. Il y a également le SGLT1 qui est lui situé un petit peu plus loin, qui a une plus grande affinité pour le glucose et qui est responsable normalement de réabsorber le reste du glucose au niveau de la partie distale du tubule contourné proximal. Alors, comment agissent les inhibiteurs SGLT2 au niveau cardiaque ? Pas via une action directe en tout cas, puisqu'il n'y a pas de récepteur SGLT2 au niveau cardiaque. Il y a un récepteur SGLT1, mais c'est une forme tronquée qui est donc en fait incapable de transporter le glucose. L'effet majeur est vraiment en fait un effet rénal et surtout puisqu'on bloque ce transporteur, on va augmenter en réalité la diurèse et la natriurèse, puisque c'est un cotransporteur glucose et sodium. On va donc diminuer le volume interstitiel, diminuer la tension artérielle et la précharge et la postcharge du ventricule gauche. Comme on va avoir un afflux plus important de sodium, on va venir également utiliser le feedback tubuloglomérulaire au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire qui est situé plus loin, ce qui aura pour conséquence une diminution de la pression intraglomérulaire, de l'albuminurie et donc une protection rénale, avec in fine aussi une activation du régime du système rénine-angiotensine-aldostérone et une activation sympathique. Là, c'est des effets qui sont un peu similaires à ceux des IEC, mais avec une physiopathologie différente. Puis il y a également des effets métaboliques, puisqu'on perd du glucose, on perd des calories, on perd du poids. On va augmenter un petit peu la sensibilité à l'insuline. Ça va avoir pour effet de un petit peu augmenter les corps cétoniques qui sont utilisés dans le métabolisme énergétique du cœur pour augmenter la production d'ATP.
Et puis, il n'y a pas d'effet direct sur les transporteurs SGLT2, mais il y a quand même un effet un petit peu direct au niveau cardiaque. C'est un effet off-target, puisque les glyphosines vont pouvoir quand même agir sur l'échangeur sodium-proton, ce qui va mener à une diminution de sodium, de calcium, et diminuer le risque d'arythmie. Et puis, via d'autres voies de signalisation, avoir un effet positif au niveau du remodelage cardiaque, avec une diminution de l'hypertrophie ventriculaire, de la fibrose myocardique, de l'inflammation et du stress oxydatif. Alors, quelles sont les grandes études qui ont été menées sur le sujet? D'abord, il y a eu évidemment des études sur les patients diabétiques depuis 2015, plusieurs études jusqu'à 2020. Et assez rapidement, on a également fait des études chez les patients non diabétiques à partir de 2019. Et la première étude qui a vraiment montré des bénéfices, c'était l'étude MPAREC, tout en haut, sur l'empagliflozine. C'était une petite révolution à l'époque, puisque c'était une étude à la base de sécurité, mais qui a en fait montré même une diminution de la mortalité cardiovasculaire d'infarctus et d'AVC, et surtout une diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Il y a ensuite eu d'autres molécules, la canagliflozine et la dapagliflozine, qui ont montré des effets similaires. Si ce n'est pour la dapagliflozine, pas d'effet significatif en termes de mortalité cardiovasculaire, infarctus ou AVC, mais c'était une population différente, avec là plutôt des patients en prévention primaire, certes à haut risque, mais qui n'avaient pas de maladie cardiovasculaire démontrée. Puisqu'on avait un tel effet au niveau des insuffisances cardiaques, on a étudié ça finalement chez des patients non diabétiques. Et là, on a également eu des résultats tout à fait significatifs. Ces études MPRO-Reduced et DAPA-HF, quasiment les mêmes résultats, diminution de la mortalité et des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Là, c'est un outcome donc composite, surtout drivé par la diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et on a remarqué aussi que les effets étaient vraiment stables, quel que soit le contrôle glycémique. Et donc, c'était vraiment un effet qui n'était pas du tout lié à une diminution du glucose, une diminution de l'hémoglobine glyquée, mais vraiment un effet totalement différent. Et puis, seconde révolution pour ces médicaments, c'est leur étude dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Il y avait déjà eu plusieurs études qui avaient essayé de prouver un effet, mais qui s'étaient cassé les dents sur le sujet. La première étude, c'est en 2021, MPROR Preserved. Première étude a montré vraiment un outcome important de diminution d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et mortalité cardiovasculaire. Mais là, de nouveau, des résultats essentiellement significatifs pour les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et l'année d'après, l'étude Deliver, quasiment des résultats identiques. Et ce qu'on voit en bas à droite, c'est que même pour des patients qui avaient une fraction d'éjection au-dessus de 60%, on avait quand même un résultat qui était tout à fait statistiquement significatif. Et donc, c'était vraiment le premier traitement pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. C'est ce qui a fait dire à certains que les inhibiteurs SGLT2 étaient un petit peu les statines du 21e siècle, d'autant plus qu'ils ont des effets rénaux aussi maintenant. Je n'entre pas dans les détails puisque ce n'est pas le sujet, mais ils sont également maintenant remboursés dans l'insuffisance rénale chronique avec albuminurie. Et puis il y a encore maintenant de plus en plus, il y a encore d'autres études qui sont menées sur ces inhibiteurs SGLT2 qui sont presque un peu des médicaments magiques. Là, c'est au niveau de la cardio-oncologie. On a remarqué qu'ils ont des effets cardioprotecteurs connus, mais ils ont également des effets antitumoraux. Ceci via plusieurs voies de signalisation, notamment également par une augmentation de la réponse immunitaire envers les cellules cancéreuses. Et sur la droite, c'est plusieurs études regroupées, 13 études, 90 000 patients. Et on voit que chez des patients traités par chimiothérapie dans le cadre d'un cancer, les personnes qui sont sous inhibiteurs SGLT2 ont une diminution de 50% des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et là où les résultats sont les plus impressionnants, c'est dans les néoplasies mammaires traitées par anthracycline, où on a une diminution de 100% des hospitalisations pour insuffisance cardiaque.
Il y a 3 petites études aussi pour des nouveaux diagnostics d'insuffisance cardiaque. On voit une réduction de 71%. Il y a également des réductions d'arythmie supraventriculaire de type FA et flotteur. Et alors, en global, il y a une réduction de 55% du risque de mortalité, toutes causes confondues. Et dernier point où les inhibiteurs SGLT2 ont également prouvé des bénéfices, c'est dans le cadre de la sténose aortique. Une première étude ici parue cette année, avec plus de 1200 patients randomisés. C'est une étude espagnole. C'était quand même des patients donc, avec sténose aortique serrée, mais qui avaient également une affection dite à haut risque. Donc soit ils avaient une insuffisance rénale chronique, soit un diabète de type 2, soit une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection en dessous de 40%. Soit évidemment plusieurs de ces affections. Et les patients qui avaient une sténose aortique serrée qu'on implantait d'un TAVI, à 1 an, ils avaient une probabilité significativement inférieure d'aggravation d'insuffisance cardiaque, alors que pourtant, c'est des patients à plus haut risque et donc on s'attendrait à ce qu'ils soient justement hospitalisés plus souvent. Et même chose un petit peu pour des sténoses aortiques, cette fois non sévères, donc sténose aortique légère ou modérée. Ici, c'est une étude plutôt rétrospective. Et on voit que les patients qui avaient des inhibiteurs SGLT2 étaient souvent avec du diabète, des maladies rénales chroniques, et avec de l'insuffisance cardiaque. On sait que toutes ces affections sont associées à une plus grande progression de la maladie aortique vers une sévérité. Et pourtant, chez ces patients avec inhibiteurs SGLT2, on avait une moindre progression vers une sténose aortique sévère. Et donc, quelle est leur place actuelle dans les recommandations ? Depuis 2021, ils ont leur classe en indication de classe 1 dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, aux côtés donc des IEC, Sartan et l'Entresto, les bêta-bloquants et la spironolactone. Les études d'après ont obligé à mettre à jour les recommandations assez rapidement en 2023. D'une part, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément réduite. Donc, c'est des fractions d'éjection entre 40 et 50%. Il y avait déjà un petit bénéfice pour l'Entresto et la spironolactone, mais qui n'est pas du tout du même ordre que celui des inhibiteurs SGLT2, qui, eux, ont donc une recommandation de classe 1 dans cette population. Et alors, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, mis à part les diurétiques évidemment en phase aiguë, c'est le seul traitement qui est recommandé dans cette population-là de patients avec une fraction d'éjection à plus de 50%. Je vais maintenant parler de la deuxième grande classe de médicaments dont on parle beaucoup dans les congrès en cardiologie actuellement, c'est les agonistes GLP-1. Les agonistes GLP-1, c'est donc des activiteurs des incrétines, mais qui vont avoir pour effet au niveau du pancréas, au niveau des cellules bêta, d'augmenter l'insuline et de diminuer le glucagon, ce qui aura pour effet donc de diminuer le glucose. On a également des effets au niveau digestif et alimentaire, puisque ces médicaments favorisent la satiété, et donc on va avoir une diminution de la prise de calories, mais on va avoir également une diminution de la vitesse de vidange gastrique. Ils ont aussi plusieurs effets qui ont été décrits, mais l'effet principal des agonistes GLP-1, c'est vraiment au niveau athérosclérotique et anti-inflammatoire, ce qui fait qu'ils vont avoir un effet plutôt sur les maladies cardiovasculaires, contrairement aux inhibiteurs SGLT2 qui étaient plus dans l'insuffisance cardiaque. Mais ils vont également avoir des effets au niveau vasculaire pour augmenter la vasodilatation, diminuer le stress oxydatif. Ils vont permettre une meilleure angiogénèse. Ils ont également un petit effet sur la dysfonction cardiaque. Ils vont diminuer notamment l'apoptose des cardiomyocytes. Et bien sûr, ils ont des effets métaboliques par la perte de poids et une amélioration du profil lipidique. Alors, quelles sont les études là-dedans ? Donc, première étude à nouveau chez des patients diabétiques. Ici, c'est l'étude SUSTAIN qui concerne le sémaglutide en forme injectable. Et donc, il y avait là une réduction significative de la endpoint composite qui était mortalité cardiovasculaire, infarctus non fatal et AVC non fatal. Mais on voit que c'est surtout
une réduction significative de la mortalité, des infarctus plutôt, et des AVC, et qu'il n'y avait pas vraiment de différence statistiquement significative en ce qui concerne la mortalité cardiovasculaire. On a eu une autre étude concernant le liraglutide qui a eu un petit peu les mêmes résultats, si ce n'est qu'eux ont atteint le seuil de significativité pour la mortalité cardiovasculaire, et puis d'autres études sur d'autres agonistes également. Le semaglutide oral a également été étudié et a donné des résultats similaires. Par contre, dans cette classe, pas d'effet concernant les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. On a ensuite étudié un petit peu comme pour les inhibiteurs SGLT2, on est parti plus sur une route des diminutions des effets cardiovasculaires chez des patients cette fois non diabétiques. Et donc là, c'était des patients qui avaient un BMI supérieur à 27 et des antécédents, soit d'infarctus du myocarde, d'AVC ou d'artériopathie des membres inférieurs. C'est l'étude SELECT qui était parue en 2023 et qui a montré une réduction de 20% de l'endpoint primaire, mais surtout par une réduction des infarctus. On a un petit peu étudié les agonistes GLP-1 dans la cardiomyopathie aiguë. On a des données qui sont là plutôt très limitées. On parle de diminution de la taille de l'infarctus, d'élévation moindre des CKMB et peut-être d'une petite amélioration de la FEVG. On a également étudié ces médicaments dans l'artériopathie périphérique. Et ça, c'est l'étude STRIDE qui est parue cette année également. Elle a montré une petite augmentation de 13% de la distance de marche et une augmentation de l'index de pression systolique. On a quand même voulu étudier cette classe de médicaments dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Mais c'est vrai que l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, plus de 80% des patients sont obèses, plus de 90% des patients ont un périmètre abdominal qui est plus élevé, ce qui fait dire à certains que cette pathologie est un petit peu le stade ultime d'un mode de vie sédentaire et de choix alimentaires suboptimaux. Et donc ici, c'est une étude qui est parue également en 2023, STEP-FF. Et ce n'était pas des endpoints qui étaient très importants. On parle ici d'une amélioration au niveau d'un questionnaire de symptômes, fort utilisé en cardiologie dans l'insuffisance cardiaque. Enfin, il y avait une amélioration significative au niveau de ce questionnaire. Et évidemment également une perte de poids significative, ce qui a fait dire à certains qu'en réalité, les effets retrouvés d'amélioration au niveau du questionnaire étaient plutôt liés à la perte de poids plutôt qu'à un effet sur l'insuffisance cardiaque. Il y a quand même des contre-arguments pour ça. D'une part, dans cette étude, il y avait une réduction significative du taux de NT-proBNP. Or, les patients obèses ont normalement un taux de NT-proBNP plus faible, et donc on se serait attendu alors à ce que ce taux s'élève plutôt si on avait une perte de poids. Et d'autre part, il y avait une réduction significative du volume de l'oreillette gauche, qui est un marqueur important dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et puis il y a une autre étude un petit peu similaire, c'est l'étude SUMMIT, qui elle a étudié plutôt le tirzépatide. Le tirzépatide, ça c'est aussi un agoniste GLP-1, mais il est également agoniste GIP. Il donne un petit peu plus de perte de poids. Et sur cette étude, on avait un outcome un petit peu plus solide, puisque là, c'était des hospitalisations pour insuffisance cardiaque ou la mortalité cardiovasculaire. Et là, il a tout de même montré un bénéfice statistiquement significatif dans cette population de patients qui sont toujours obèses avec une fraction d'éjection au-dessus de 50%. Et en fait, la principale cause de diminution, c'était vraiment la diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et pas tellement la mortalité dans cette population. Mais il y avait vraiment des résultats tout à fait significatifs à ce niveau-là. Et si on reprend même des méta-analyses sur plusieurs études concernant les agonistes GLP-1, on voit qu'il y a quand même une diminution statistiquement significative des événements d'insuffisance cardiaque, toujours évidemment dans une population de patients obèses.
Il y a d'autres effets également concernant les agonistes GLP-1. Il y a une diminution, certes modeste mais significative, de la pression artérielle, de l'ordre de 0,65 à 4,7 mm de mercure selon les études, un petit peu plus pour le tirzépatide. C'est des effets qui sont en partie liés à la perte de poids, mais pas que. En tout cas, il n'y a pas de grandes études spécifiques sur le sujet. Il y a également un ralentissement de l'évolution de l'insuffisance rénale chronique. Ça également, c'est confirmé dans d'autres méta-analyses. Il y a une petite majoration de la fréquence cardiaque, et ça j'y reviendrai après, mais c'est statistiquement significatif. Et il y a des effets dans la FA qui, eux, sont plus discutés. D'une part, il y a des études qui ont montré que chez les patients obèses hospitalisés pour insuffisance cardiaque et traités par agonistes GLP-1, ces patients-là faisaient moins de FA à 1 an s'ils étaient traités par agonistes GLP-1. Une autre étude également a montré que chez les patients obèses qui prennent les agonistes GLP-1, il y avait moins de récidives d'arythmie 1 an après une ablation de FA. Mais d'un autre côté, il y a d'autres études qui ont dit que si on donnait des agonistes GLP-1 la première année avant une ablation, ça n'avait pas d'influence. Et dernière chose, en bas à droite, on voit les résultats des effets secondaires concernant le tirzépatide, l'étude SUMMIT dont je parlais juste avant. Et on voit que là, par contre, il y a eu plus de FA dans le groupe de patients traités par tirzépatide. Dernière chose à signaler, c'est que ces médicaments font perdre du poids, mais font évidemment aussi perdre du muscle. Alors, les firmes vont évidemment dire que le rapport masse grasse sur masse musculaire est amélioré, c'est vrai, mais il y a quand même aussi une perte musculaire. Quand on sait que c'est un traitement qui n'est pas remboursé, qui coûte cher, le risque de l'arrêter, c'est d'évidemment reprendre du poids et de se retrouver alors avec une obésité sarcopénique, ce qui est évidemment bien pire. Il y a une perte donc de masse musculaire, mais aussi une perte au niveau masse musculaire cardiaque, une perte de cardiomyocytes. Et ça, c'est les résultats de l'étude, toujours l'étude SUMMIT concernant le tirzépatide, avec les résultats là de l'IRM. Et on voit qu'avec ces médicaments, on a quand même une diminution de 8% de la masse ventriculaire gauche. Alors c'est peut-être un peu petit pour le voir, mais il y a également une diminution du volume d'éjection systolique, du stroke volume. Pourtant, le débit cardiaque reste le même. Alors pourquoi est-ce que le débit cardiaque reste le même ? Peut-être parce que la fréquence cardiaque a augmenté et que c'est en fait plutôt une conséquence de cette perte de masse musculaire plutôt qu'un autre effet des agonistes GLP-1. Donc, quelle est leur place dans les recommandations actuellement ? Mais ce qui est sûr, c'est que chez les patients diabétiques de type 2, avec un profil vasculaire, c'est recommandé, au même titre que les inhibiteurs SGLT2. Mais alors, chez les patients non diabétiques, on va plutôt le recommander chez des patients obèses avec un BMI de plus de 27 kg par mètre carré et qui ont donc un syndrome coronarien chronique. Ça, c'est les recommandations de 2024 concernant le syndrome coronarien chronique. Et donc, pour conclure, les inhibiteurs SGLT2 sont donc indiqués chez tous les patients avec insuffisance cardiaque, quelle que soit leur fraction d'éjection. On en prescrit peut-être même plus que les endocrinologues actuellement. Chez les patients diabétiques, c'est probablement le médicament à favoriser s'ils ont plutôt un profil d'insuffisance cardiaque. Et les agonistes GLP-1 sont, eux, indiqués plutôt chez les patients obèses avec maladie cardiovasculaire établie ou alors à très haut risque cardiovasculaire. Et chez les patients diabétiques avec plutôt un profil vasculaire. Attention tout de même à la perte de masse musculaire, surtout chez les personnes âgées et fragiles à qui on prescrirait ces médicaments. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour des questions.